Chers collègues, chers amis, c'est un plaisir de commencer ce webinaire sur l'amélioration de la finance climatique urbaine. Je m'appelle Gulnata Rolla, je suis chef de l'unité Cities à l'UNEP à Paris et nous sommes ravis de commencer ce webinaire comme je l'ai dit. Peut-être c'est la première diapo. C'est un plaisir de vous accueillir et juste pour vous dire que nous allons lancer aujourd'hui le rapport annuel pour 2023-2024. En revanche, avant de commencer, je voudrais passer en revue quelques points importants. Premièrement, ce webinaire sera organisé en anglais, mais avec certaines portions en portugais. Nous avons l'interprétation. L'interprétation est disponible en anglais, en espagnol, en portugais et en français. Donc, veuillez, s'il vous plaît, chercher le bouton de l'interprétation en bas de votre écran, le bouton du globe et sélectionnez votre langue de préférence. Deuxième point, nous voudrions aussi vous dire que cette réunion est interactive, mais étant donné la euh, limitation du format, nous aimerions vous inviter à poster vos questions dans la boîte à questions afin qu'on puisse faire de notre mieux pour adresser toutes les questions. Mais certainement, nous serons ravis de nous engager avec vous après ce webinaire. Chers collègues, pour ceux qui n'ont toujours pas été acceptés avec euh, ce Urban Shift, c'est une initiative par la Facilité de l'environnement global et en partenariat avec l'Institut de recherche C4City et CLE, le gouvernement local pour la durabilité, le programme de développement de l'ONU, la Banque mondiale et la Banque de développement asiatique. OpenShift a été axé sur 23 villes dans 9 pays à travers des approches de planification urbaine et le renforcement de capacités pour aider les idées à changer vers des solutions plus vertes et plus durables. Pour ceux d'entre vous qui sont professionnels dans la résilience et la planification urbaine ainsi que le changement climatique, je n'ai pas besoin de trop parler du sujet, mais et de signaler quelle est l'importance du sujet. Mais je vous rappelle un peu quelques chiffres. La population urbaine est aujourd'hui 54% de la population et d'ici 2050, elle sera 2 tiers de la population mondiale, donc 68%. Donc les zones urbaines, à cause de la densité, sont responsables de 75% de l'émission de gaz à effet de serre et de la consommation énergétique. Elles produisent plus que la moitié des déchets de la Terre. Et ce qu'on fait à Urban Shift, et à travers ce webinaire, nous notons des choses importantes parce qu'il y a des infrastructures à construire et nous savons bien que plus que la moitié des bâtiments à construire d'ici 2050 ne sont pas construits. Donc, on peut faire un grand impact sur la construction dans les villes dans les années à venir. Donc, on vient de rentrer en tant que de la COP 29 où la plupart des présentations de UNEP euh, ont entamé le sujet de l'émission et de l'adaptation. Ces deux rapports ont présenté des chiffres particulièrement difficiles sur le contexte dans lequel nous essayons d'accomplir ces objectifs climatiques. Et alors que les rapports d'émission nous disent qu'il est toujours possible de répondre à l'objectif de 103 degrés, mais il faut réduire l'émission d'ici 2030. Cela nécessite beaucoup d'efforts
des gouvernements nationaux, mais aussi, comme nous l'avons vu, à la COP 29, il y avait une participation active des gouvernements locaux et régionaux. Donc, il y a beaucoup de travail qui reste à faire pour montrer que les gouvernements locaux et nationaux nous soutiennent à répondre à ces objectifs, comme il est cité dans les chiffres présentés durant la COP 29. Et là où on ne peut pas euh, faire des mesures d'atténuation, il faut faire une certaine adaptation. Et le rapport CAP de l'adaptation a envoyé un message clair que nous avons un écart financier immense en termes d'accomplissement des mesures d'adaptation. Et nous avons besoin de nous assurer que les gouvernements locaux et régionaux sont bien engagés dans tous ces efforts afin d'assurer que les mesures d'adaptation et d'atténuation sont bien mises en œuvre. Ceci dit, je suis très enthousiaste au sujet du travail de Urban Shift pour soutenir les villes, les gouvernements nationaux et les partenaires pour assurer les finances à travers deux approches pilaires. Donc, premièrement, nous avons des approches transformatives. Certaines informations seront présentées aujourd'hui au sujet de ces approches. Et puis, l'exemple du travail de la plateforme pour le renforcement des capacités et la sensibilisation. Donc, en travaillant au niveau national et au niveau global, nous espérons que Urban Shift aura un effet pratique pour accomplir les objectifs du changement climatique. Le webinaire d'aujourd'hui montrera des différentes présentations sur comment améliorer les finances et donner la parole à nos panélistes qui vont partager leur point de vue et présenter les meilleures pratiques et des exemples de travail concret. Juste à titre d'info, nous aurons plusieurs parties dans ce webinaire. Donc, premièrement, comme vous l'avez vu sur la diapo, une intro, donc une présentation de Rusugam de Koto qui soulignera la contribution de Urban Shift à la résilience et le lancement du rapport annuel de Urban Shift. Et puis après, le panel numéro un qui évoquera les cités, les villes qui vont prendre la relève. Pablo Lazo va partager des expériences et des idées sur comment améliorer le financement urbain à travers des approches gouvernementales. Le panel numéro 2 va discuter des sujets de financement qui euh, aussi donnera une présentation pour parler des différentes approches pour assurer que les villes ont accès, mais aussi ont un financement abordable pour mettre en œuvre les mesures. Et puis, euh, les remarques de clôture par Alok Barnwell, qui est les thématiques sur tout ce qui est infrastructure urbaine dans la facilité de l'environnement mondial. Ça, c'est la structure de la réunion d'aujourd'hui. Ceci dit, je suis ravie de présenter Rousse qui va donner pardon, qui va donner euh, sa présentation. Merci et c'est un plaisir d'être avec vous. J'ai le plaisir de faire partie de l'équipe qui a travaillé ensemble dans le développement de ce programme formidable avec le soutien de la facilité, en mettant ensemble tous les acteurs essentiels au niveau de la ville et avec WRI, la Banque mondiale, l'UNDP, la PNUD, sans oublier les partenaires de l'engagement. Donc, si on peut passer à la diapo suivante. Donc, ce que je voudrais euh,
euh, dire, c'est que quand on a conçu ce programme, les domaines de concentration étaient le plaidoyer, la connaissance, les échanges à travers différentes formes. Et ce que nous présentons aujourd'hui à travers le rapport annuel, c'est comment nous avons donné ces performances tout au long de l'année dernière, mais aussi à quoi ressemblerait le programme dans ces domaines. Donc, la première partie de mon intervention euh, va parler du plaidoyer et de la gouvernance multilatérale. Donc, de faire porter la voix de la ville au forum international d'une façon beaucoup plus institutionnelle et comment influencer ces différents processus au niveau mondial avec une voie institutionnelle de l'espace CD. Et cela a eu un impact positif, même si c'est pas aussi rapide que nous l'espérons, mais d'une façon, il y a une certaine attribution de notre travail collectif à ces accomplissements. Donc, je vais parler de certains d'entre eux que vous allez reconnaître. Donc, par exemple, nous avons durant la COP 28, et j'ai eu l'honneur de participer avec les villes la première fois où les villes ont passé de la zone verte jusqu'à la zone bleue. C'est en fait la première initiative qui a été lancée à la COP 28 pour améliorer la collaboration et la coopération avec les gouvernements nationaux sur les plans d'action euh, climatiques. Et euh, cela a été très bien accueilli par les maires au niveau mondial qui ont très bien accueilli l'idée et ont vu comment, en fait, nous les avons inclus pour la contribution nationale et les changements qui ont lieu durant la COP. Donc, dans notre assemblée personnelle, nous avons eu le plaisir d'accueillir un sommet sur les villes géré par Kunara, où nous avons UNEP et UN Habitat qui se sont joints pour promouvoir avec beaucoup de leaders de la ville et des gouvernements nationaux sur quelle est l'importance de la participation des villes subnationales et de mettre en œuvre les accords multilatéraux à travers les conventions et même au-delà des brevets. Et puis, nous avons, durant la COP 16, la COP à Bakou, et notre collègue qui est avec nous, qui va établir un rapport qui montre la puissance de l'engagement des gouvernements nationaux d'une façon beaucoup plus formelle et d'une façon beaucoup plus institutionnalisée avec les villes et d'autres autorités locales et biodiversité. Nous avons eu 134 maires au sommet des gouvernements sous-nationaux et CEC. Et puis nous avons eu une année bien rempli avec le Forum mondial en novembre où Gunlara, avec beaucoup de collègues présents ici, ont participé. Et puis, il y a eu un appel à l'action au niveau de l'espace de la ville pour reconnaître les actions au niveau local pour accomplir les objectifs mondiaux. Et c'est quelque chose que nous avons discuté avec beaucoup d'entre vous ici dans cette année pour euh, souligner l'importance de ce travail de plaidoyer pour avancer l'ordre du jour local, sans mentionner les réunions euh, mensuelles sur le changement climatique et la COP29 et l'adoption de la déclaration des villes résilience qui est maintenant qui comporte une fondation essentielle pour la COP 30. Nous avons eu d'excellentes relations avec le ministre de la ville du Brésil qui vient de Para. Et nous avons bien entendu que la COP 30 sera pas seulement
la COP des forêts, mais la COP des villes. Et je crois sincèrement que c'est le bon timing pour que les villes soient beaucoup plus actives et reconnaissent qu'il ne s'agit pas d'être contributeur et d'être acteur, mais de présenter les solutions pour l'action climatique. Et donc, aujourd'hui, nous sommes présents au sein de ce webinaire. Nous sommes en train de lancer les rapports de Urban Shift. Urban Shift, vous pouvez scanner le code QR et télécharger le rapport. Et puis, nous sommes dans la quatrième année de cette plateforme mondiale qui présente différents domaines, comme l'a dit Gunara. Et je crois que cela vous donne une perspective parce que nous sommes en train de recueillir non seulement les villes, mais aussi des actions sur le dialogue ou les dialogues nationaux avec nos partenaires. Et ces dialogues nationaux soulignent l'importance des gouvernances et que se passe-t-il dans les villes qui pourraient être codifiées dans des briefs politiques partagés au niveau national. Et à cause des politiques que nous avons adoptées au niveau de la ville d'une façon beaucoup plus large, on a étendu la portée parce qu'on ne peut pas se concentrer uniquement sur nos villes dans ce programme, mais au niveau des gouvernances nationales et à travers ces corrections, cela pourrait être codifié et la portée pourrait être expandue. Donc, je voudrais euh, qu'on se rappelle très bien qu'on peut toujours recevoir du financement et une certaine estimation que 4 trillions de dollars sont nécessaires pour être durable et résilient. L'infrastructure urbaine, si vous avez suivi la COP, nous avons dit que pour clôturer l'écart climatique, nous avons besoin de 3 trillions par dollar et même plus parce que nous sommes en train euh, de parler de l'infrastructure et de la résilience urbaine et les villes dans ces pays développés ne reçoivent qu'1% du financement climatique qu'ils ont besoin pour adresser les besoins d'atténuation et d'adaptation. Donc, le climat reste un domaine très important sur comment générer les ressources locales, mais comment aussi apporter plus de ressources au niveau de la ville parce que nous savons très bien que les villes sont plus agiles et peuvent trouver des solutions et les mettre en œuvre. Donc, je ne sais pas si on peut louper la diapo. Donc, je voudrais parler de certaines initiatives que nous avons eues cette année qui nous ont assuré les belles couleurs et le feedback de notre rapport annuel. Nous avons quelques soucis pour la diapo, mais je vais continuer à parler quand même sur ce que nous avons accompli. Donc, il y a dans le domaine du partage de connaissances et des échanges entre collègues, un projet qui est axé pas seulement sur les pays, les 9 pays qui étaient inclus dans le programme, 3 pays par région. Et le rapport annuel évoque ce qui a eu lieu dans chacun des pays avec des démonstrations sur les villes. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Vous m'entendez? Très bien. Par exemple, si nous pouvons reprendre la présentation, nous allons voir que au Brésil, nous avons 3 villes dans ce cycle du programme et un des forums qui a eu lieu à Belém. Et aussi, un des plus grands domaines de programme, c'est d'avoir des initiatives de capacité, des forums. Ben voilà, très bien. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas visité Belém, je suis brésilienne et j'ai beaucoup d'espoir que vous allez adorer pas seulement Belém, mais le Brésil quand vous venez ici pour le COP. Il y a eu une construction de la zone à côté de la rivière, comme vous pouvez voir.
Et c'est une excellente ville parce que c'est au milieu d'une forêt. Et si vous prenez un bateau pour 10 minutes, vous êtes au milieu de la forêt d'Amazon. Il y a une île qui s'appelle Kongoa où il y a beaucoup de femmes qui utilisent la bioéconomie. Ces femmes sont entrepreneuses et elles visitent la ville pour apporter des fruits, ça va pour les utiliser dans cet écosystème au milieu de la forêt d'Amazon. Et puis certains des restaurants que vous pouvez voir dans cette rivière qui ont vitalisé la zone ce sont les initiatives pour garder la forêt en vie. Et puis la déforestation en utilisant la bioéconomie pour garder la population locale et utiliser la forêt de la façon la plus durable. Diapo suivante. Donc, si nous examinons un peu la carte, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais j'espère que vous le pouvez parce qu'on n'est pas en ligne. Donc, voici le calendrier de tout ce que nous avons fait durant l'année passée. On peut parler de 20 événements, 20 000 personnes euh, qui ont été contactées à travers ces événements que nous avons organisés. Comme vous pouvez le voir, et comme je l'ai bien mentionné, vous pouvez voir qu'il y a des webinaires, des projets locaux et événements en personne. Nous avons essayé de nous concentrer sur les échanges entre collègues parce que ça fait partie intégrale de notre travail, ces échanges. Et nous allons écouter tout à l'heure lors du panel l'utilité de ces échanges, surtout quand on était à Rotterdam, où on a apporté différents contributeurs de différentes villes de l'Amérique latine pour échanger et pour voir comment euh, le développement qui est axé sur l'homme est en train de prendre place et comment ces échanges entre collègues peuvent arroser euh, les esprits de toutes les personnes qui ont participé et puis apporter de telles idées innovantes pour voir comment s'adapter. Donc, je ne vais pas passer euh, en revue toutes ces tous ces échanges que le programme a promus, mais nous allons passer à la diapo suivante. Comme je l'ai mentionné, euh, donc, l'année dernière, on a fait quelque chose de très important dans tout ce qui est Urban Shift lors du Forum de l'Amérique latine. Nous avons vu 300 pays de 35 pays de l'Amérique latine, mais aussi avec la participation des îles Caraïbes et de l'Asie et de l'Afrique, avec beaucoup de changements, des académies. euh, On était plutôt axé sur tout ce qui a rapport avec la finance. Et le retour était que c'était un événement bien réussi. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, juste pour vous dire que non seulement nous avons les forums, mais nous avons également tenu à Marrakech le laboratoire Urban Shift. Pablo est un des initiateurs pour essayer de trouver des solutions pour les problèmes de ville en utilisant des données spéciales. Et maintenant, cela a très bien réussi. Nous avons fait cela dans plusieurs autres villes l'année dernière. Nous étions bien axés sur le Maroc. Et l'idée était d'utiliser les données géospatiales des solutions basées sur la nature dans des pays qui sont assouvis et où la sécheresse rend la pénurie en eau encore pire et comment apprendre à la ville comment refroidir l'eau, mais voir un peu comment appliquer l'infrastructure bleue, surtout au niveau de la ville de Marrakech. Nous avons tenu en octobre 2023
Et en juillet 2024, une académie spécifique dans des villes spécifiques pour examiner des projets potentiels qui pourraient être financés. C'est un genre de matchmaking qui a lieu avec C40 et eClay, et il est très important que les villes puissent examiner certaines zones où les projets locaux pourraient être financés. Ce sont les forums, les échanges, et puis les échanges de connaissances également, ainsi que les académies des villes et les académies de finances. Donc cela devient une excellente façon d'adresser cela et d'apporter des expertises des différentes parties de ce partenariat. Voici les 8 domaines de concentration du programme Urban Shift, comme vous pouvez le voir. Donc, des voisinages verts et réussis, des solutions en fonction de la nature, une économie circulaire, la biodiversité urbaine, la planification urbaine intégrée, le financement climatique, comment alimenter la croissance urbaine et des actions de planning intégrées. Donc, nous avons travaillé avec différentes équipes et je dois dire que nous avons, si je me trompe pas, plus de 4 000 personnes qui se sont déjà inscrits pour participer à ces cours en ligne. Donc, ces cours sont gratuits, tout le monde peut y accéder. Et nous allons parler des problèmes et des solutions et donner certaines orientations sur comment adresser euh, ces points euh, très importants que n'importe quelle ville pourrait, euh, auquel n'importe ville pourrait faire face. Je suis ravie de dire que 53% des participants étaient des femmes et cela m'a fait grand plaisir. Donc, Urban Shift est d'après le jaune que vous voyez sur le schéma, ce qu'on appelle cycle. Ce que nous sommes en réalité, c'est une grande communauté d'efforts conjoints avec la Banque mondiale, des différents cycles de la vie. Et comme vous pouvez le voir, les couleurs montrent les différentes villes qui s'ajoutent dans différents cycles. Ce qui est très important de voir que c'est un nombre croissant de villes et on essaye de les rendre dans un programme, une grande famille, comme on dit, et ce réseau va au-delà des frontières de ce qu'on appelle le cycle des donateurs. Donc, et si on ajoute et on échange davantage, on va ajouter des villes dans ce programme. C'est un programme de prêt qui est fait pour des connaissances, qui est très diversifié pour les petites, moyennes ou grandes villes. Et ce que nous sommes ensemble avec la Banque mondiale est de trouver des moyens pour tisser des liens afin d'avoir une contribution souple. Et en termes de financement, c'est énorme. Nous sommes en train d'examiner 436 millions pour ces 3 cycles, 91 villes et 5,4 milliards de cofinancement. Donc cela est très important. Un programme très très important, peut-être le plus grand sur lequel euh, on se concentre sur les ressources pour les villes. Diapo suivant. Alors moi, je voulais juste conclure avant de donner la parole au panel que c'est très important de adresser l'espace des villes dans les MEA, particulièrement dans l'espace du climat. Nous voyons une géopolitique difficile qui nous attend. Et alors, euh, les villes sont la voie vers le futur. Le plus que nous investissons au niveau local,
et la plupart des choses s'effectuent au niveau local. Là, nous pouvons nous protéger contre le changement climatique et faire face à la situation géopolitique difficile. Il faut déterminer les contributions et les plans du climat soumis par les pays à- au début de l'année prochaine. Et je pense que Urban Shift peut identifier les exemples où les voies régionales puissent être intégrées dans la mise en place et l'implémentation de tous les plans. Alors, je pense que je vous ai fourni des informations pour une discussion fructueuse et je vous remercie encore. Ce ne serait pas possible sans l'approche de collaboration en partenariat que nous développons, pas seulement avec nos partenaires, mais avec les villes. Et vous allez entendre les expériences de ces villes aujourd'hui. À vous, Guyana. Juliana, pardon. Merci Rose, cette présentation était inspirante et félicitations à tous les partenaires sur le lancement de ce rapport annuel de Urban Shift. C'est jamais, c'est jamais une mauvaise idée de répéter qui a déjà été dit en soi, que nous gérons et atteignons nos objectifs grâce aux partenaires. Alors encore merci aux partenaires et aux villes qui se sont engagés. Alors, pendant Ruth parlait de implémentation, engagement avec les NDC et la mise à l'échelle du financement. Ce qui est clé pour déverrouiller cette implémentation, ces mesures d'implémentation, c'est pour ça que je suis très enthousiaste de pouvoir vous présenter le premier panel, les villes qui sont à la tête de la voie avec les représentants de chaque ville qui vont parler des réussites et défis de chaque site dans la mise à l'échelle du financement climatique urbain. Je voudrais présenter les modérateurs, Pablo Lasso, qui est directeur de développement urbain au Centre pour le développement durable de WRI. Alors, je vous donne la parole, Pablo. Merci, Nara. Bonjour à mes collègues et tout le monde. C'est un plaisir d'être parmi vous pendant ce webinaire. Pour faciliter ce premier panel pendant une demi-heure avec des panélistes très intéressants, je voudrais vous rappeler la raison pour laquelle ce panel est très importante. Comme a été mentionné, même après le progrès qui a été effectué au COP, nous voyons des éléments géopolitiques cruciaux dans certains pays autour du monde. Et c'est dans les villes où se présente l'opportunité de continuer à pousser l'agenda du changement climatique en avant avec l'implémentation des projets, le lever de fonds, l'accord sur le travail en coordination du gouvernance à multiniveaux et l'implication des individus. Je voudrais accueillir nos panélistes. Je vais vous les présenter brièvement. D'abord, nous avons Natalia Salazar. Elle est chef du financement innovant au ICLE, secrétariat du monde. Elle est une leaduse des partenariats concentrant sur le financement du changement climatique et le plaidoyer pour le changement climatique. Elle a travaillé à travers des divers secteurs, même dans des régions impactées par du conflit. Nous avons aussi Andrea Fernandez, vieille amie et collègue, mais il est directeur général du financement climatique Connaissance et Partenariats. Elle est responsable pour le financement climatique C40 et leur programme d'apprentissage, comme l'engagement C40 dans le programme Urban Shift. Elle est aussi à la tête des nouvelles stratégies et partenariats à travers C40.
Et finalement, nous allons entendre le point de vue une de nos villes, Leonardo de Madère, Martens, qui est coordinateur de l'agenda 2030 à la ville de Teresina, Brésil. Il a été leader des initiatives qui ciblent l'amélioration, la qualité de la vie urbaine au Teresina. Son équipe se concentre sur l'implémentation de cet agenda avec de l'innovation dans les politiques publiques et les analyses. Il a dédié son temps sur des stratégies qui satisfassent les besoins urbains et de changement climatique. Alors maintenant, je voudrais poser les questions directement. La première question est pour mes collègues de ICLE et C40. Je voudrais demander Natalia et puis Andrea. Si vous pouvez nous dire quels sont les facteurs soutenant l'accélération de financement dans les villes et les programmes qui ont un impact réel sur des individus et comment l'Urban Shift aide les gouvernements à accélérer ces processus. Alors, s'il vous plaît, Natalia et Andrea, je pense que vous partagez les diapositives. Aidez-moi avec la transition entre les diapositives. Oui, merci beaucoup, Pablo. D'abord, je voudrais dire que nous avons un point de vue de différentes villes. Je voudrais dire bonjour à vous tous. Je suis ravie de pouvoir partager avec mes autres collègues le temps d'intervention sur ce panel. Dans la prochaine diapositive, je voudrais expliquer un peu le cadre de qui est ICLE. ICLE est un réseau mondial de plus de 2500 gouvernements locaux et régionaux qui sont engagés dans le développement urbain et changement climatique. Nous avons plus de 500 experts internes dans 50 bureaux autour du monde. La manière dont ICLE travaille, nous avons un cadre stratégique avec 5 différentes voies. Le développement de émissions basses, développement basé sur la nature, développement centré sur les individus et équitable, développement résilient, etc. Alors, en réponse à la question qui vient d'être posée par Pablo, euh, un des facteurs clés par rapport à notre expérience, nous avons vu que, la préparation des projets a toujours été très importante pour la gouvernance locale parce qu'il y a des lacunes en termes de capacité. Et ça fournit des connaissances techniques aux décisionnaires et gouvernements avec le soutien de préparation des projets. Nous donnons du conseil technique aux différents niveaux et aux différents stades du cycle du projet. Nous avons vu un autre facteur clé, c'est le renforcement de capacité. De fournir les villes avec les connaissances techniques pour naviguer cet environnement complexe de financement climatique, d'identifier les projets rentables et comment identifier un projet rentable et comment accéder au financement. Et avec le financement, je voudrais mentionner quels sont les instruments de finance innovants qui sont toujours importants. Nous ne pouvons jamais dupliquer ou répliquer à chaque projet parce que tout projet est différent. Nous pouvons toujours les mettre à l'échelle. Par contre, avec ces mécanismes, nous voyons que ça utilise des différentes ressources disponibles dans une ville et disponibles à travers le gouvernement local. Et c'est important de pouvoir ouvrir la voie pour le financement et un environnement de soutien et de possibilités, ce qui veut dire que le pays, la région, la zone est bien équipée avec un environnement légal et réglementaire qui donne à la ville et au cadre la capacité et l'indépendance de pouvoir accéder aux diverses ressources et peut réellement implémenter le projet. Prochaine diapositive. Comme la séance s'agit de gouvernement à multiniveau,
Je voudrais mentionner que la manière que nous voyons, c'est qu'en mobilisant des diverses ressources financières et non financières, nous pouvons fournir du soutien au gouvernement local, utiliser des mécanismes innovants de financement, de soutenir les projets et de fournir des outils nécessaires à un gouvernement local. Ce que nous avons vu depuis notre expérience en travaillant avec des différents types de parties prenantes, y compris des groupes de pensée innovants locaux et les gouvernements nationaux, euh, avec les connaissances et les outils nécessaires pour implémenter n'importe quel type de projet. La coordination est très importante. Nous voyons la politique et les cadres sont très importants pour implémenter n'importe quel type de projet dans des différents secteurs. Alors, ce sont des facteurs clés que nous voyons comme étant très importants. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et aussi, dites-moi si je parle trop longtemps, je ne veux pas dépasser mon temps. Ce que nous avons vu avec Eclé et Urban Shift, la manière dont nous travaillons ensemble, mais aussi avec des autres collègues, c'est que l'Académie de ville a fourni des sources très productives aux décisionnaires, a soutenu des dialogues locales dans des pays Urban Shift qui concentrant sur le financement innovant. Et finalement, il y a un journal qui fournit des outils, ressources, opportunités. Il s'agit juste d'informations qui aident et facilitent tout type d'informations pour la prise de décision pour nos villes et nos gouvernements locaux. Prochaine diapositive. Ici, je voudrais présenter brièvement ce que le programme d'action transformatif de ICLE, nous essayons de fournir le soutien aux gouvernements locaux avec un portefeuille de projets, de différents types de projets qui sont ambitieux, inclusifs, avec des services customisés de notre côté. Nous disposons de plus de 500 experts autour du monde qui fournissent ce type de soutien. Nous encourageons toujours les villes et les gouvernements locaux de euh, candidater pour que nous puissions continuer à les soutenir. Finalement, nous avons un exemple de Buenos Aires, Argentina, à plus que 90% urbanisé. Nous avons soutenu ce projet plan de mobilité pour le futur qui a commencé en 2021, qui a été présenté en 2022 à notre conférence des villes qui osent en 2022. Et nous continuons à soutenir ce gouvernement local dans son programme. Si vous voudrez candidater, nous avons toutes les informations disponibles ici. Et notre appel TAP, Programme d'action transformatif, reste ouvert. Merci. Merci Natalia beaucoup et j'apprécie aussi que vous êtes resté dans les 6 minutes que nous vous avons données. Andrea, à vous et juste à souligner que la question c'est la même, mais quelque chose que Natalia a mentionné que je voudrais que vous adressez. Ces facteurs qui permettent du travail sont les mécanismes de financement innovantes. Et normalement, ça a été, de ce que j'ai vu, une grande réussite dans les villes avec lesquelles vous travaillez. À vous, Andrea. Merci beaucoup. Et c'est super d'être ici. Je vais essayer de rester dans les 6 minutes. Je n'ai pas de diapositive, je m'excuse. Mais je voudrais commencer avec les questions autour de gouvernance à multiniveau. Nous le voyons comme étant critique pour les villes de pouvoir augmenter le financement climatique et de développement durable. Et nous avons vu avec le programme Urban Shift, ça a vraiment pris en compte ceci. Ça ne travaille pas seulement avec les villes, mais avec l'engagement du gouvernement local à travers des dialogues en participant à
plusieurs de nos événements et aussi avec l'engagement avec des agences d'implémentation qui font partie de cet écosystème important. Nous avons, Ruth a déjà mentionné la lacune de financement climatique urbain, mais je pense d'un point de vue de contexte, c'est important de commencer avec les villes. Les villes reçoivent 831 milliards de dollars de financement climatique. En augmentation de ce qui a été calculé il y a 4 ans par le CCLA, mais le besoin est toujours 4,5 trillions. Alors, il y a une grande lacune, un grand écart. Les villes font face à des barrières à accès au financement. C'est pour la plupart contrôlé par le gouvernement national qui bloque l'innovation et les programmes créatifs avec des barrières autour de comment ils peuvent construire leur propre base de revenus, leur imposition, la possibilité de rentrer en dette, leur mécanisme de financement. Ils reçoivent peu et non équilibrés transferts infragouvernemental. Et chaque ville est sous un autre système de gouvernance sur un autre parcours. Il y en a qui ont un budget de 2 dollars par personne et des autres villes avec un budget de 800 par personne. Mais pour toutes ces villes, ce gouvernement, sa multiniveau et ses discussions avec le gouvernement national sont critiques pour accéder au financement, particulièrement dans deux domaines. D'abord, comment les villes sont prioritisées stratégiquement dans les gouvernements nationaux et la politique de soutien. La politique qui leur permet d'effectuer le programme. Il faut qu'on intègre ce financement dans les NDC, dans les budgets, mais pour ce faire, les gouvernements ont besoin de prioriser des zones urbaines comme étant un investissement stratégique avec des bénéfices économiques à la santé, à la productivité, efficacité, qualité de vie, standards, normes de vie. Les villes devraient être vues comme des opportunités d'investissement importantes par les gouvernements nationaux. Et avec Urban Shift, nous avons eu un échange pair à pair sur les métros à câble que deux villes essayaient de construire de Freetown et une autre ville, mais il y avait aussi des représentants de ministres de financement, de ministres de transport. Ils ont vu que la construction n'était pas seulement de l'infrastructure pour transporter des personnes, mais il s'agissait d'avoir des choix économiques, de créer des opportunités économiques, professionnelles, etc. Ruth a mentionné Champ, le programme pour les partenariats multiniveaux à haut niveau. C'est pour que les associations à haut niveau puissent travailler avec les gouvernements locaux de pouvoir réaliser leur potentiel de contrôle et de choix. En termes de mise en place de programmes, c'était intéressant de voir Brésil, qui est en soutien fort de Champ, de pouvoir lancer cette année leur programme des villes vertes et résilientes, de montrer leur investissement avec cette approche concentrée du changement climatique dans les villes, particulièrement vu le défi qu'ils ont subi plus tôt cette année, mais leur NDC a discuté la fédéralisme climatique et ce rôle des gouvernements locaux et subnationaux. Et comme a été mentionné par Ruth, c'est peut-être notre premier COP climatique qui fournit aux villes une opportunité à haut niveau. Alors, il y a cette prioritisation qui est très importante. Deuxième sujet, et c'est d'avoir un environnement ouvert qui crée des conditions qui aident aux villes d'accélérer l'investissement et de pouvoir ouvrir le flux. J'ai mentionné les défis dont les villes font face, mais il y a des villes qui n'ont pas le droit de s'endetter, qui doivent demander la permission du gouvernement national et avoir des garanties au niveau national. Il y a beaucoup de limites.
Et c'est pour ça que nous avons besoin de la présence des ministères de Finances qui accompagnent les villes pour créer un environnement plus attirant, plus ouvert pour que la ville puisse devenir plus indépendante financièrement. C'est quelque chose que nous essayons de faire avec le forum à Nairobi en février pour soutenir les villes en Afrique, particulièrement parce qu'il y a une grande défi là. Et vous avez commencé, Pablo, avec la question, c'est que les villes doivent prendre avantage de cet environnement ouvert pour maximiser leur potentiel. Et il faut soutenir le renforcement de capacités et le développement de capacités à travers les événements du Urban Shift. Les académies de finance ont aidé les villes à explorer les mécanismes de financement innovants et de pouvoir comprendre le cas commercial. Et pour l'infrastructure, il ne faut pas l'acheter. Vous pouvez faire un PPP, vous pouvez faire un leasing, vous pouvez faire quelque chose de créatif pour pouvoir être financé. Nous avons aussi aidé aux villes de participer dans des tables rondes d'investisseurs, de pouvoir montrer leurs produits et de recevoir des retours vraiment de valeur depuis les banques mondiales pour avoir un projet qui est vraiment rentable, ce qui est l'objectif pour tout le monde. Nous avons une de ces tables rondes planifiées pour Nairobi en février avec une concentration sur l'énergie verte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Andrea. Vous avez souligné deux points. C'est gouvernance à multiniveau est un processus très important qui doit être intégré dans cette transition pour faire en sorte que les villes soient plus résilientes et prêtes au changement climatique. Et j'ai été marquée par ce que vous avez dit, que les villes n'ont pas le droit par personne d'imposer, et c'est pas assez pour certaines villes. Et c'est pour ça que cette coopération multiniveau va ouvrir le flux de financement depuis le gouvernement national envers les gouvernements locaux, mais ça va améliorer l'efficacité de l'utilisation de ces fonds. Maintenant, euh, c'est important d'entendre le point de vue d'une ville et son expérience en faisant partie du programme Urban Shift et de voir l'application en vrai. La question que je voudrais vous demander, Leonardo, si vous pouvez partager en 5 ou 6 minutes votre expérience de votre ville avec la mise à l'échelle de financement urbaine, avec cette gouvernance multiniveau et en se concentrant sur les défis dont vous avez fait face, ce qui ne marche pas et ce qu'il fallait subir et puis comment vous avez trouvé une solution et comment le soutien d'Urban Shift vous a aidé à avancer votre mise à l'échelle dans votre ville. À vous, Leonardo. Merci Pablo. Merci à tout le monde. Je voudrais remercier l'équipe Urban Shift. Je vais parler en portugais. J'espère que vous avez une bonne interprétation dans l'anglais. Je vais parler de l'expérience au Térésina, les défis, notre expérience locale et à quel point Urban Shift a contribué au travail dans notre ville sur le changement climatique et son financement. Alors, Térésina est une ville qui est loin de la côte, au nord-est du pays, avec une importance très unique dans notre région. C'est un pôle d'autoroute avec une grande circulation d'individus, des services de santé et d'éducation. Prochaine diapositive. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Comme vous Euh, C'est une photo de la ville de Terracina. Ouais, dans la diapositive précédente, c'est une image de la ville de Terracina qui montre à quel point nous avons souffert pendant la saison pluviale lourde. Et c'est au nord-est de Brésil, avec beaucoup de irradiation solaire. Et la saison pluviale est concentrée pendant le début de l'année. Nous avons 8 mois de sécheresse suivis par 4 mois de euh, lourdes pluies. Et ça combine et ce fait qu'il y a des inondations et le remplissage de nos lacs. Nous avons une population de 800 000 individus et autour de 100 000 personnes vivent dans cette région qui est la plaine
inondée et qui a besoin de plus de soutien du gouvernement en termes d'adaptation au climat, particulièrement dans le contexte du changement climatique. Prochaine diapositive. Alors, c'est pour ça que nous avons créé ce programme qui a été financé par la Banque mondiale, qui s'appelle les Lagunes du Nord, parce que nous en avons autant de lagunes, lagons. Et ça a été créé avec l'implication de multisecteurs et ça a été financé initialement par la Banque mondiale et après a reçu du financement depuis le gouvernement local. Ici, nous avons les composants du projet. L'objectif était de faire du travail d'adaptation pour le drainage urbain, de corriger le flux des eaux, de pouvoir diriger l'eau aux bons endroits, de les orienter, mais il y avait aussi une portion sur le développement social et économique et dans l'infrastructure en elle-même, dans la ville de Teresina. La capacité de gestion a besoin d'être améliorée parce que, elle avait besoin d'améliorer sa capacité de financer des structures d'infrastructure pour améliorer la résilience de la ville. Ici, nous voyons des photos d'avant et d'après. Vous voyez la transformation de notre territoire. Nous avons utilisé des solutions basées sur la nature. Les solutions principales sont les parties linéaires, mais nous avons aussi une solution de drainage qui est très importante, qui a corrigé la direction des eaux. Et ces parties linéaires assurent la non-réoccupation de ces zones à risque. En complément, nous avons divisé notre territoire avec une ville d'un État voisin, Timonia. Alors, Teresina et Timonia, ce sont des deux villes qui sont frontalières. Et alors, leur ville urbaine doit faire partie de notre planification. C'est pour ça que nous avons les deux fait partie de Cité Nova pour des agglomérations, des villes, des métropoles. Et avec ce projet, nous avons été en contact avec Urban Shift pour pouvoir utiliser les académies qui se concentrent sur le financement, sur l'étude, sur les solutions basées sur la nature, la mobilité urbaine et la possibilité de partager notre propre expérience et de pouvoir apprendre des expériences des autres, le partage de bonnes pratiques. Alors, c'était à travers Chitinova, à travers UrbanShift que nous avons pu collaborer avec des différentes institutions. Nous avons déjà lancé le projet et maintenant nous sommes en train de euh, mettre en place le plan d'action climatique, de penser au territoire, de mettre en place un plan de développement urbain durable avec ces deux villes qui sont dans des différents états. Nous avons un autre projet financé par une entreprise allemande qui s'appelle Iki Waiki, WRI. Et nous avons installé dans les zones de vulnérabilité des laboratoires urbains où on essaie des solutions liées à la justice sociale, les solutions de faible émission de gaz carbonique. Une des solutions pourrait être répliquée dans d'autres territoires de la ville. C'est le projet Green Backyard pour préserver la couverture verte l'intérieur des terrains parce que c'est quelque chose que nous perdons au fur et à mesure avec le temps. Diapo suivante. Voici ce projet que vous voyez ici. C'est la naturalisation des espaces urbains soutenu par une fondation euh, hollandaise, Van Leer, pour assurer de meilleurs espaces pour les enfants afin qu'ils puissent avoir plus de contact avec la nature et qu'ils continuent cela tout au long de leur vie. Diapo suivante.
Nous avons également un partenariat très important avec le fonds de population de l'ONU qui nous permet d'assurer la création d'un comité de justice climatique. Ce comité travaille directement dans nos territoires pour sensibiliser et influencer les politiques publiques pour notre ville. Diapo suivante. Je voudrais également souligner un prix que nous avons reçu. Teresina a participé à un défi mondial et à travers un sondage qui évalue l'impact de la chaleur intense sur les femmes enceintes, nous avons reçu le don qui nous a permis d'étudier et de voir un peu l'impact de l'extrême chaleur sur les femmes enceintes ou dans des conditions de vulnérabilité extrême dans la périphérie. Cette recherche doit être complétée. Dès qu'elle sera terminée, nous allons publier les résultats. Diapo suivante. Je voudrais également souligner l'application de la ville de Teresina pour son financement. Cela n'a été possible qu'avec le support de Urban Shift. Cette opportunité est venue vers nous à travers le groupe C40. Teresina a été sélectionné et avec ce financement, Teresina va mettre en œuvre sa première politique de paiement pour les services environnementaux. Nous sommes très ravis de commencer cela en 2025 et nous avons eu l'opportunité à cause de Urban Shift. Diapo suivante. Encore une fois, je voudrais vous remercier pour cette invitation et l'opportunité d'être présent et de partager mon travail avec vous, de remercier Urban Shift pour toutes les opportunités qu'ils ont apportées à Teresina, qui essaye d'articuler avec toutes les institutions à travers des forums, des banques et d'autres institutions internationales. Teresina a beaucoup appris de leçons et continue à résoudre ces problèmes en utilisant la créativité et les ressources qui lui sont disponibles et à travers l'aide de partenaires importants comme vous et toutes les personnes présentes ici. Merci de votre soutien pour la ville de Teresina. Donc, nous sommes ravis que nous avons pu vous aider. Et je voudrais souligner que l'ordre du jour de votre ville est en train de ramener ensemble l'adaptation climatique et des projets d'atténuation en les combinant ensemble, ce qui est très important. Deuxième élément, avec le soutien de Urban Shift, qui permet les services environnementaux payés, la collecte des revenus pour les projets de l'avenir, est une excellente étape en avant. Vous avez également souligné comment, à travers Urban Lab et à travers l'Académie, vous a aidé à changer le récit et en vous concentrant à améliorer et à protéger les éléments environnementaux de la ville et à aider les individus tout au long de ce processus. Cela est également très intéressant et ça nous a fait plaisir de l'entendre. Maintenant, nous sommes un peu en retard. Je vais vous demander de placer les questions que vous avez pour nos panélistes dans la section chat. Nous espérons avoir le temps de répondre à certaines de ces questions vers la fin, mais sans trop tarder, je voudrais présenter le prochain panel qui sera modéré par mon collègue Shan, qui est directeur des villes, des projets des villes à Merci, Pablo. C'était une discussion très intéressante des partenaires Urban Shift. Nous sommes ravis de voir tellement de partenaires concernant les villes et comment agir au niveau local. Nous sommes là pour présenter le prochain panel, c'est expandre la conversation en invitant des participations des institutions de recherche et comment on peut penser au niveau global et soutenir les villes pour améliorer le financement urbain. Nous allons écouter Jessie Press-Williams. Jessie, je vois que vous êtes en ligne, qui est analyste
expérimenté dans l'alliance de leadership du financement des villes, du financement climatique des villes. Jessie a une grande expérience au niveau du continent africain, au Ghana, en Zambie. Elle va donner une perspective du financement climatique dans les villes pour clôturer l'écart financier. Donc, ça me ravit de vous voir au sein du panel. Je voudrais également présenter nos panélistes. Eugénie Birch, professeure et co-directrice de l'Institut Penn pour les recherches urbaines ici à l'Université de Pennsylvania, euh, académicienne et militante, mais elle a aussi été championne pour le financement urbain et la mise en œuvre des accords mondiaux. Eugénie va partager avec nous le financement pour les villes 2024 en soulignant comment les villes peuvent investir dans la nature. Dernier, mais pas des moindres, nous avons dans notre panel Maria Camila Uribe, qui est leader principal du secteur du réseau IDB Cities, coordinatrice de la division du développement urbain de la Banque de développement interaméricaine. Camilla, j'ai eu le plaisir de la rencontrer à la COP 16 et lors d'un événement à Ouf sur comment euh, financer les villes. Elle a plus que 18 ans d'expérience dans le secteur public de la Colombie et nous accueillons avec grand plaisir ses expertises au sein du panel. Donc, les villes sont une force climatique, mais quel est le statut actuel du changement du climat urbain? Il serait bien de voir un peu le paysage avec nos panélistes. Je vais commencer par Jessie. CCFLA a changé, a lancé le rapport financier. Est-ce que vous pouvez parler un peu comment vous avez fait cela et comment les gouvernements peuvent contribuer à multiniveau? Merci, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis ravie de cette opportunité d'être au sein de ce panel et pour l'excellent travail que Urban Shift est en train de faire. C'est un honneur de présenter dans un webinaire comme celui-là. Je n'ai pas de diapo, mais vous pouvez suivre tout ce que je dis sur euh, le CCF website, sur le site web. Et avant de commencer, je vais présenter brièvement de CCFLA. Nous sommes l'Alliance de leadership de la ville, une coalition de leaders pour déployer donc les actions d'ici 2030. Nous avons une coalition de multi-parties prenantes pour clôturer l'écart dans les projets et l'infrastructure à travers le monde. Et en tant que fonction, nous avons publié les rapports des finances de la ville qui a été lancé durant la semaine climatique, qui est l'évaluation la plus exhaustive pour les besoins climatiques, comme l'a mentionné Andrea dans l'ancien panel. Le panel précédent. Donc, cela a doublé, les chiffres ont doublé depuis 2018 pour atteindre 831 milliards de dollars. Il y a beaucoup de granularité et des perceptions sûres, assez closes dans le rapport et dans nos données qui sont publiques et surtout la division entre les acteurs publics et privés. Les privés comptent de 49% du financement urbain en 2021-2022 en comparaison avec les acteurs publics qui comptaient pour de 22% dans le financement urbain. Nous avons trouvé cette atténuation et le finance qui a plus que doublé depuis 2017-2018 et les atténuations, euh, dans le transport, on peut continuer avec l'adaptation pour attirer l'adaptation urbaine à moins de 10 millions de dollars en 2021-2022. Et en tout et pour tout, nous avons trouvé que le financement urbain a été distribué d'une façon inéquitable. Les marchés émergents et les économies en voie de développement ont eu 11% et 1% en 2021-2022.
On a comparé cela également dans ce rapport. Est-ce que, aux besoins des villes pour atteindre 1,5 degrés Celsius, et pour la première fois, nous avons fait une évaluation granulaire des besoins en mettant ensemble et en soulignant tout ce qui est des scénarios de prévision sur le changement climatique. Nous avons trouvé que pour la mitigation, toutes seules les villes ont besoin de 4,3 trillions de dollars par an d'ici 2030. En 2050, cela va être 6 trillions. Donc, il y a vraiment un grand écart financier au niveau de la ville. Et en dépit du progrès, les écarts restent énormes pour accomplir cet objectif. Dans le rapport, nous avons souligné 4 changements systématiques qui sont en train euh, de contribuer à ces écarts. Nous avons vu d'excellentes opportunités en investissant dans l'infrastructure résiliente. Les villes ont besoin de financement climatique davantage, mais ils doivent être habilités afin de prendre les actions nécessaires pour sauvegarder l'avenir contre le changement climatique, pour améliorer le financement en reconnaissant ces changements climatiques. Le premier, c'est les engagements insuffisants aux actions climatiques, les discussions globales qui priorisent les engagements nationaux et négligent les besoins urbains. Deuxièmement, on s'est concentré sur comment permettre aux environnements au niveau des politiques et de financement. La coopération inefficace entre les gouvernements qui loupent les opportunités de renforcer les environnements contributeurs au fécond. Et puis les villes et les gouvernements locaux ne peuvent pas avoir les capacités nécessaires pour la transition et peuvent avoir du mal à préparer les actions climatiques et les plans d'investissement, l'accès aux ressources disponibles et gérer les aspects financiers, attirer aussi les capitaux et puis la mobilisation capitale au niveau de la ville. Nous avons toujours des Euh, donc, un manque de capacité fiscale et cela se prononce dans les marchés émergents. Donc, comprendre et surmonter ces défis est une partie clé de la stratégie pour mobiliser tout cela d'ici 2030. Et en fonction de ces données, ces euh, données doivent être évaluées. La question qu'il faut se poser, c'est comment clôturer l'écart et quel est le rôle des gouvernements locaux. Et nous voyons que, comme il a été dit par d'autres panélistes et sera dit aussi par d'autres, les gouvernements sont à l'essence de celui-là. Dans le rapport, on s'est concentré sur 4 recommandations clés en fonction de ce qu'on a trouvé dans les données. Cela est clair de l'écart entre les financements urbains et les besoins et le coût des adaptations pour les villes. Au-delà de cela, il faut améliorer la qualité des finances, entre comment elle est distribuée entre secteurs. Et cela souligne une grande inégalité pour un environnement prometteur. Deuxièmement, on s'est concentré sur le renforcement des marchés domestiques à travers les vues de financement public. Donc, l'état du financement montre la majorité des finances au total de 69% avec des sources domestiques et des tendances qui continuent à croître. Cela est vrai pour les flux de financement public où nous n'avons que 96%. Donc, l'écosystème a besoin de renforcer les marchés afin que les villes et les marchés locaux peuvent accéder aux financements locaux et le rôle des gouvernements est clé pour mieux accéder aux sources de capitaux. Notre troisième recommandation, c'est de mettre à l'échelle rapidement le financement, particulièrement dans les économies les économies en développement. Les flux d'adaptation étaient seulement à 10 millions, ce qui est à 1,2 million des flux de financement urbain climatique. Et nous améliorons les besoins du financement pour améliorer cela. C'est important pour les décisions pour les décisionnaires au niveau national et sous-national. Pour atteindre ces objectifs, CCFLA a proposé cet agenda 4C pour combler l'écart de financement et nous nous concentrons sur la gouvernance locale avec l'engagement de 4C de renforcer les capacités de sensibilisation
La collaboration. Troisième, c'est pour renforcement de capacité pour que les acteurs privés répondent au changement climatique dans des villes et atteindre des objectifs de financement du changement climatique urbain. Tout est souligné sur notre site web. Nous avons des recommandations spécifiques sur comment nous voyons le gouvernance multiniveau de renforcer l'accès des villes au financement climatique. Juste des exemples. Les gouvernements nationaux et locaux peuvent consolider du financement pour de l'investissement et améliorer de la coordination, particulièrement pour mettre en place des pipelines de programmes locaux. Les gouvernements peuvent travailler avec des entités privées pour de l'investissement dans des partenariats publics-privés et les gouvernements locaux peuvent donner de la capacité au travail de planification pour identifier les priorités et identifier les programmes sur toute la chaîne du flux du financement. Ça, c'était un résumé rapide de comment le gouvernement à multiniveau peut aider les villes à mieux accéder au financement climatique. Je suis ouverte à répondre à toutes vos questions dans le chat et vous pouvez tout lire sur notre site web. Merci Jessie pour cette rapide résumé très chargé d'informations. Moi, j'ai plusieurs questions. Je ne pense pas que nous pouvons les adresser ici aujourd'hui. Nous sommes un peu en retard. Je voudrais soulever le fait que vous êtes en train de regarder la quatrième solution, ce qui est autour du traçage et surveillance du financement climatique urbain, parce que notre professeur va parler de la nature humaine et les efforts derrière. Alors, Eugénie, vous vouliez parler du de la surveillance du financement dans les villes pourrait être importante. Merci à vous tous pour le travail que vous faites pour soutenir le besoin de collecter les données sur les solutions basées sur la nature. Nous avons travaillé avec vous depuis 2 ans sur 2 rapports, l'état de financement de nature dans les villes. Et dans ces 2 rapports, nous avons découvert plusieurs éléments. Particulièrement et plus importante, c'est qu'en lien avec ce qui est fait par le CCFLA, nous avons regardé le financement sur les solutions basées sur la nature et vu qu'il n'y a pas de données qui est en train de surveiller ni de tracer et mesurer ces solutions, alors il n'y a pas, c'est pas possible de mettre en place une politique. Il faut s'assurer que les unités de ville et l'UNEP et les gouvernements nationaux et locaux sont en train de suivre ce cadre de diversité naturelle pour améliorer les espaces verts pour le bien-être humain, etc. Alors, problématique ici, c'est de voir vraiment combien est dépensé par des villes sur ces éléments. Nous savons qu'il y a un écart en général rapporté dans cette séance en termes de l'argent nécessaire pour les solutions basées sur la nature. Nous savons aussi depuis notre ami Alok que un grand pourcentage vont s'effectuer au niveau local. Alors, il faut combler cet écart. Nous ne savons pas exactement, nous ne sommes pas en train de surveiller ni de mesurer. Alors, avec notre programme sur des meilleures données pour des solutions basées sur les natures pour les villes, nous avons mis en place un système de classification pour mieux surveiller ce qui se passe. Nous avons regardé la classification des fonctions du gouvernement et l'adapter pour comprendre ce qui se passe dans les gouvernements locaux. Et dans le premier rapport, nous avons spécifié ce qui est couvert par les solutions basées sur la nature urbaine avec les parcs, avec les forêts, avec les villes, avec les bâtiments, avec l'alimentation d'eau, l'eau, les côtes, les rivières, etc. Ce sont des zones d'intérêt dans les zones dont les solutions basées sur la nature. Alors, à travers la recherche, nous avons mis en place un outil simple qui peut être utilisé pour déterminer exactement ce qui a été dépensé sur ces solutions. Et nous avons testé cet outil
dans des villes de restauration qui sont similaires aux villes Urban Shift pour voir exactement si c'est possible d'adapter cet outil. Il y a deux parties, une partie de formation et d'apprentissage en discussion avec des leaders locaux, de voir s'ils sont vraiment en train d'engager dans les solutions basées sur la nature. Nous les avons demandé des questions s'ils sont en train de le faire et puis nous validons si les activités sont vraiment des solutions basées sur la nature. Il y a un processus à suivre qui est très simple avec des tests à appliquer, mais ça crée la compréhension de exactement ce qui est défini. Deuxième partie, c'est de regarder l'activité budgétaire, de voir les dépenses exactes sur ces euh, solutions et les instructions à celles qui sont entretenues, de regarder les activités engagées, de s'assurer que ce sont des solutions basées sur la nature, de analyser les coûts, de voir si ça peut être budgétisé dans les budgets des villes, si les partenaires sont engagés, les bénéfices de l'activité et si ça satisfait les objectifs de la ville. Si nous avons créé cet outil de Greater Green et je vous en réfère, mais nous ne pouvons pas financer ce que nous ne savons pas. C'est essentiel de créer un outil, de créer un moyen pour collecter les données qui peuvent être utilisées pour discuter avec les différents niveaux de gouvernement pour comprendre exactement les besoins, exactement ce qui est dépensé et quelle direction il faut suivre. Alors, collecter les données et puis après engager dans des discussions avec les gouvernements qui sont très nécessaires et de faire des autres choses dont le CCFLA parle de créer la législation pour amener le financement envers la localité, ce qui est essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable dont nous sommes engagés. Je sais que nous n'avons plus de temps, je vais arrêter là. Veuillez-vous faire référence à ces rapports que je vais mettre dans le chat. Merci beaucoup, Ginny. Je voudrais mentionner que l'équipe de Eugénie a fait un travail incroyable. Ça nécessite une équipe d'experts pour faire quelque chose de simple. C'est un Google Doc, c'est un Google Sheet, mais c'est complexe dans la manière dont ça peut être utilisé, mais très simple dans la manière dont les villes peuvent les adapter. Alors, il faut y regarder parce que c'est très important de savoir de quoi nous parlons quand nous sommes en train de investir. Oui, je voudrais aussi vous remercier pour la contribution à la Commission globale SDSN sur le financement des ODD urbaines parce que c'est essentiel pour le travail qui est fait là-dedans. Fantastique, merci Eugénie. Alors, je vais maintenant donner la parole à notre prochain panéliste, Maria Camila. Le docteur Maria Camila, ma question pour vous, c'est que nous avons parlé de ces sujets mondiaux du climat, biodiversité. Ce serait super, nous venons vers vous pour parler de comment ces défis clés touchent les individus. D'un point de vue de l'IDB, est-ce que vous pouvez partager les défis clés dont vous faites dans l'espace de financement climatique urbaine pour que ça soutienne du développement inclusif et équitable? Est-ce que vous pouvez en parler? Merci beaucoup, Sharon. Et merci à Nepan et à OpenShift de m'avoir invité. Je suis ravie d'être là et de faire partie de ce panel. Et ce qui est super, c'est que je suis la dernière. Presque tout a déjà été dit. Mais je dirais que pour celles qui ne savent pas, je travaille pour la Banque de développement interaméricaine. Et juste deux chiffres importants, 81% des personnes qui partent des villes en Amérique latine et aux Caraïbes. Et aussi, nous contribuons à 70% des missions dans les villes. Et il y a 81% des individus de la population qui vivent dans les villes dans l'Amérique latine et le Caraïbe. Pour vous donner un peu la raison pour que nous nous concentrons sur ces espaces. Les défis dont nous faisons face sont très alignés avec ce que nous avons mentionné avec le premier panel et aussi
ici avec Jessie et Eugenie. Euh, L'investissement limité, mais c'est à haut risque. Mais son importance est très importante à souligner. Les villes font face aux barrières à accéder aux marchés internationaux. Nous en sommes d'accord. La plupart des villes ont un accès limité aux fonds climatiques internationaux. C'est derrière la plupart de ces discussions. La plupart de ces fonds vont à travers des gouvernements nationaux avec des capacités administratives et techniques qui ne résident pas dans les villes. Le troisième point, parce que tous les pays ont des différentes centralisations fiscales, des structures différentes et des différentes responsabilités pour des villes et des différentes sources de revenus, etc. Alors, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Parce qu'il n'y a pas tout le monde, particulièrement dans notre région, ne dispose des municipalités qui ont le pouvoir d'accéder à ces marchés ou de pouvoir accéder et obtenir des ressources pour s'investir dans des villes. Bien sûr, et je pense que c'est la norme dans toutes les discussions, il y a une manque de capacité institutionnelle et que c'est très important de faire un renforcement des capacités et de voir comment nous pouvons soutenir le renforcement des capacités dans les villes. Je pense que ce programme et beaucoup d'autres travail qui est fait dans l'Amérique latine et le Caraïbe et de renforcer les capacités des villes. Il faut en faire plus, mais ça représente un écart. Et comme vous avez parlé de gouvernance multiniveau et la coordination à multiniveau, dans le premier panel, je pense que Andrea en a parlé, le mauvais alignement des priorités et le timing est clair pour nous ici. Le gouvernement national priorise le niveau macro, comme nous voyons avec les maladies, et dans les villes, le défi reste l'adaptation. Et nous devrions travailler plus dans l'alignement de ce que nous pouvons faire depuis le gouvernement central envers les autres niveaux du gouvernement. Nous devrions les aligner pour que ça s'adapte et ça s'applique dans le contexte local. Et comme a été dit, l'importance des données mentionnées par Eugénie, ce sont des données qui sont importantes, mais c'est aussi pour soutenir la capacité d'avoir des bons projets. C'est la partie importante de votre travail, c'est de mettre en place des bons projets et de comment nous pouvons renforcer les capacités de mettre en place et mettre en œuvre de bons projets. Le financement est important, mais il faut avoir des bons projets pour pouvoir après aller chercher des ressources pour l'effectuer. Et aussi, c'est important pour les villes, pour que les villes soient plus préparées pour mettre à l'échelle les efforts de ces bons projets. Ce qui veut dire, s'ils ont des pilotes, des projets pilotes, il faut renforcer la puissance de ces projets pilotes et mettre à l'échelle ces projets actuels et d'avoir plus de capacité institutionnelle de pouvoir effectuer ces sortes de choses. C'est quelque chose que je crois que j'ai essayé de résumer depuis mes autres collègues et depuis le panel auparavant. Et je dirais que spécifiquement, nous sommes en train de travailler beaucoup sur les capacités institutionnelles et sur le renforcement de capacités. Et notre portefeuille actif dispose de 28% avec les gouvernements locaux et sous-nationaux. Nous sommes en train d'augmenter et pousser cet agenda à un niveau très haut avec notre stratégie institutionnelle pour développer plus d'instruments pour soutenir les gouvernements au niveau sous-national d'une meilleure manière. Un exemple, et c'est quelque chose
dont nous avons fait en collaboration avec C40 et spécifiquement avec Andrea. Les villes, quelques villes en Amérique latine ont lancé un réseau pour les secrétaires de financement pour voir comment ils peuvent améliorer l'accès au financement. Alors, c'est quelque chose qui a été lancé et l'idée est de soutenir de manière technique pour aider et améliorer l'accès au financement de différentes manières avec des différents besoins et dans des différents contextes, bien sûr. Alors, je voulais juste mentionner ceci parce que c'était une étape importante. Et je sais que j'ai parlé trop longtemps, mais je suis là pour répondre aux questions que vous pourriez avoir, Sharon, ou les participants. Merci, Maria Camilla. Je note ici que j'ai besoin de beaucoup de bilatéraux avec les premiers panélistes et les deuxièmes panélistes. C'est très, très intéressant, particulièrement en notant que le financement est important, mais nous avons aussi besoin de la capacité pour avoir des bons projets et avoir des individus qui peuvent développer, élaborer et implémenter ces projets. Malheureusement, nous n'avons pas le temps pour vos questions. Et nous devrions transitionner envers notre prochain intervenant qui a la tâche difficile de résumer les leçons tirées de tout ce webinaire. Je donne la parole à Locke Barnwell, lead thématique de l'infrastructure et urbanisme de la Facilité de l'environnement mondial. À vous. Merci Sharon. Est-ce que vous m'entendez? Super. Alors merci. Merci pour ces discussions excellentes. Je ne vais pas essayer de résumer parce que comme vous avez dit, c'est un défi de résumer. Et il y a des messages clés qui peuvent être perdus, mais je vais partager mon point de vue et des leçons tirées pour mettre en action et les implications de nos efforts sur la durabilité. Nous avons concentré sur deux sujets, gouvernance multiniveau et financement pour l'action climatique et aussi l'action basée sur la nature dans la dernière séance. Ce sont des niveaux très importants pour une transformation du système qui a aussi été identifié dans nos stratégies d'intégration du GEF pour la transformation Urban Shift. Sur ces deux sujets, ce que j'ai tiré de ces discussions, c'est qu'il y a eu multiples efforts au niveau global et à une échelle mondiale aux différents niveaux. Particulièrement, il y a eu des discussions autour de gouvernance multiniveau et financement au COP de biodiversité où j'étais à Cali il y a quelques mois et aussi au Forum urbain mondial. Alors, à l'échelle mondiale, il y a beaucoup d'élan, ce qui est positif. Et la preuve, les données et au niveau recherche, il y a beaucoup de choses prometteuses. Il y a eu une identification des écarts qui doivent être comblés. Les deux rapports du financement climatique du CCFLA, de l'UNEP et le rapport annuel de Urban Shift. Ces rapports et ces analyses aident beaucoup avec la facilitation de cette gouvernance et cet agenda gouvernance multiniveau et financement et les agendas climatiques comme le GPSC et autres qui est soutenu par GFN, CCFL et tous les autres réseaux. Ils amènent les différentes parties prenantes ensemble pour travailler sur cet agenda important. Et au niveau implémentation, je pense que le programme Urban Shift de ville démontre comment la gouvernance multiniveau peut s'effectuer et de soutenir l'utilisation de financement pour les solutions de durabilité. Mais il y a toujours beaucoup de besoins. L'écart est énorme. L'écart de financement est clair. Ça a été publié dans le rapport CCFLA qui a été
montré aujourd'hui, mais je voudrais souligner que cet écart existe à différents niveaux. Il y a un grand écart pour l'action climatique. Il y a beaucoup de financement climatique nécessaire. Au COP29, il y avait un accord de tripler l'objectif qui est à 300 millions, mais qui est clairement pas assez. Et quand nous regardons les villes, l'écart est très important parce que nous avons souligné cela dans des divers rapports. Et si nous baissons encore d'un niveau qui montre ce que Maria Camila a mentionné, combien de ce financement est investi dans des projets de qualité et combien est investi dans les investissements de qualité cible. Alors, cette action est nécessaire à travers tous ces secteurs. C'est clair que les villes ont la plus grande potentiel de mobiliser les investissements nécessaires pour livrer une valeur maximale pour des résultats liés avec le climat, parce qu'ils ont la capacité de mettre à l'échelle. Et c'est pour ça que le financement doit se concentrer là, et particulièrement sur le renforcement de capacité et la gouvernance à multiniveau qui peut mener vers une collaboration avec les gouvernements nationaux pour mobiliser de la financement pour les villes. Et il y a beaucoup de résultats depuis les villes Urban Shift, depuis Teresina, depuis Chennai, Kigali, les villes, des autres villes à Brésil, Costa Rica, Chine, Mexique. Et beaucoup d'autres villes où le gouvernement national et les gouvernements locaux se collaborent pour avoir du financement depuis des banques de développement, depuis Jeff, depuis plusieurs autres programmes pour vraiment mettre à l'échelle leurs investissements et mobiliser leurs engagements en, à- en action. Avec la mobilisation de sources et la gouvernance à multiniveau et la coordination verticale, facilite les conditions d'ouverture qui peuvent créer des conditions pour déverrouiller plus de financement. Nous avons vu dans beaucoup de villes, dans des économies émergentes, les villes ont la capacité ou la liberté ou l'espace de lever des fonds au niveau international, comme à travers Jeff et autres, et peuvent accéder au marché. C'est pas possible pour toutes les villes, mais dans quelques pays, nous avons vu qu'il y a des villes qui peuvent pas utiliser des subventions municipales. Hein. Et dans ce contexte de l'ODD, du Commission de la Finance, qui travaille autour des villes vertes et ce fonds garanti, ça peut être une des solutions innovantes qui peut être considérée. Alors oui, l'objectif, c'est le gouvernement à multiniveau peut être lié avec la mise en place de politiques pour s'assurer que les bénéfices et les subsidies sont dirigés aux bons endroits et qu'il n'y a pas de blocage aux autres efforts qui sont mis en place et mis en œuvre pour la durabilité urbaine. Et mon point final, c'est il s'agit des besoins pour la gouvernance multiniveau. Il y a beaucoup de limites. Il y a des systèmes gouvernementaux dont il faut travailler et ils sont divers. Un point clair d'un point de vue Jeff, pour faciliter la gouvernance multiniveau, il nous faut des approches intégrées pour la durabilité urbaine. Si nous continuons avec nos approches séparées, nous allons travailler avec un secteur en spécifique, avec un ministère, un ministre en spécifique et il faut une collaboration. Alors, avec notre approche d'intégration que nous suivons avec Urban Shift et des autres programmes, nous voyons que c'est nécessaire d'assurer une intégration verticale pour aller au-delà des solutions sectorielles, pour regarder les problématiques systématiques, comme vous avez entendu, systémiques, comme vous avez entendu sur la planification de gouvernance, de partenariat, de l'intégration sur l'investissement dans le plaidoyer, la capacité, renforcement des capacités. Alors, ce sont tous des interventions systémiques qui ne seraient pas effectuées sans une approche intégrée.
Et ça nous a permis de collaborer sur multiples niveaux de gouvernance dans un pays en particulier. Et finalement, je vais clôturer en disant, cette approche d'intégration a permis Jeff d'avoir une mélange de leurs finances de différents secteurs dans une approche flexible dans l'action climatique et basée sur la nature. Et ça, c'est très important en allant en avant. Tout est lié et la science le prouve. Alors que ce soit financement ODD, climatique, basé sur la nature, ça ne doit pas être fait en isolation. Et c'est quelque chose que nous essayons de s'assurer à travers notre programme Urban Shift Ville. Parce que si nous prenons cette approche, nous assurons pas seulement l'échelle de la financement, mais aussi du financement, mais aussi de la qualité du financement pour répondre aux défis dont les villes font face et d'avoir une transformation durable. Avec cela, je vais clôturer. Je vais remercier tous les partenaires pour leur travail excellent. Félicitations sur les rapports annuels et tout autre engagement cette année aux diverses COP et au Forum mondial. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous allons commencer à travailler sur notre stratégie du cycle 9 du GEF et l'infrastructure urbaine reste une priorité clé pour nous dans l'avenir. Avec cela, je vous remercie encore, à vous tous, et maintenant à vous, Sharon. Merci beaucoup. C'était un bon résumé en soi. Euh, le financement flexible à intérêt qui pourrait fonctionner aux divers niveaux de gouvernance. Je vous laisse avec cette phrase. Je voudrais remercier l'organisateur de ce webinaire, Wei Wang. Merci d'avoir organisé les modérateurs, les intervenants, les panélistes. Merci à tous les participants d'être restés. Encore merci. Passez une bonne soirée, une bonne reste de votre journée. Au revoir. Merci, au revoir.